Quand on adapte un personnage de comics en film, il y a 3 possibilités. Soit le personnage est respecté, et donc c'est cool. Soit, encore mieux, le personnage est bien meilleur que sa version comics. Soit c'est juste un gros flop ambulant qui n'a d'original que le nom. Et bien ces derniers, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir les personnages qui ont été massacrés par les films Marvel. Allez, c'est parti! D'ailleurs, avant ça, si vous avez envie de changer d'univers et de vous plonger dans un monde spatial riche en exploration et en personnages attachants, alors notre sponsor du jour est fait pour vous, j'ai nommé Honkai Star Rail. Pour la poignée de personnes qui ne connaîtraient pas ce banger pourtant disponible gratuitement sur mobile, PC, PS4 et même PS5, c'est le RPG tour par tour de Space Fantasy, comptant plus de 150 millions de téléchargements créés par le Hoyoverse. Avec Honkai Star Rail, c'est plus de 40 personnages jouables que vous pourrez collectionner et utiliser dans des combats stratégiques au tour par tour, aussi simples à prendre en main qu'exigeants, notamment dans la constitution de vos équipes. Et justement, pour Noël, et jusqu'au 15 janvier 2025, vous allez pouvoir tenter votre chance pour agrandir votre équipe avec un tout nouveau personnage, Peregrine, un soutien de type feu de la voix de Nilité. Et si sa grâce de renard vous rappelle quelque chose, c'est normal puisque Peregrine n'est autre que la véritable identité de Tingyun. Vous vous rappelez, non? La voilà donc de retour sous sa vraie forme, plus incroyable que jamais, grâce à Ruan Mei. Et du coup, Peregrine, elle fait quoi? Et bah elle possède des pouvoirs complètement différents, capables d'augmenter l'effet de rupture d'un personnage allié. Et lorsqu'elle déclenche son ultime, Peregrine prend sa véritable forme de renard à 9 queues et déclenche une attaque de feu dévastatrice sur ses ennemis, ignorant même leur type de faiblesse et réduisant leur robustesse. De quoi faire une synergie parfaite avec des personnages comme Luciole. D'ailleurs, Luciole à Carrière Mecha fait aussi son grand retour dans la deuxième bannière de la 2.7 de Honkai Star Rail. Et après elle, c'est la grosse mise à jour de la V3.0 qui fait son arrivée en janvier. De quoi étendre encore plus l'aventure Honkai Star Rail avec un nouveau monde nommé l'Amphoreus. Un nouveau monde rempli de mystères à découvrir et de nouveaux personnages bien sûr, pour une histoire qui promet d'être épique avec son inspiration de la Grèce antique. Alors n'attendez plus et téléchargez Honkai Star Rail en cliquant sur mon lien ci-dessous et utilisez mon code d'échange disponible en description pour obtenir 50 jazz stellaires. Autant vous dire qu'avec ça et le bonus de connexion de 7 jours qui vous permet d'obtenir 10 pas spéciaux, vous avez de bonnes chances d'obtenir Peregrine et Luciole. Et moi de mon côté, je dis merci à Honkai Star Rail de leur soutien. On commence avec Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099, ou devrais-je dire, le Spider Badass des films Spider-Verse. C'est simple, le gars est juste iconique et il transpire la classe dans tout ce qu'il fait dans le film. Mais pourtant, est-ce que ça suffit pour être comics accurate et fidèle au personnage? Spoiler, pas vraiment. Bon. Déjà, rendons à César ce qui est à César, et parlons des bons points de notre poteau Miguel. Et pour ça, je parle évidemment de son costume et de son apparence en général. Rien n'a été oublié, le costume technofuturiste moulant bleu et rouge, son espèce de cape de toile, et même ses griffes et ses crocs qui le différencie vraiment des autres Spider-Héros. Franchement là-dessus, c'est un sans faute. Et quand vous allez voir les autres persos du jour, vous verrez que c'est pas un critère à prendre à la légère. Mais là où ça devient intéressant, c'est au niveau de l'origin story. En film, tout ce qu'on sait du passé tragique de Miguel, c'est qu'en voyageant dans le multivers, il est tombé sur un variant de lui qui avait une fille. Un variant qu'il a remplacé suite à sa mort, histoire de trouver un peu de bonheur. Pas pour longtemps, puisque l'univers tout entier va finir par être détruit, ainsi que tous ses habitants, dont sa fille. De quoi le rendre bien sombre et edgy le Miguel. En comics, c'est un peu plus détaillé, mais tout aussi sombre. Ici, Miguel O'Hara est un brillant généticien travaillant pour Alchemax, une méchante méga corporation du futur. Miguel y passe alors ses journées à s'embrouiller avec son boss, Tyler Stone, jusqu'à carrément quitter la boîte, après avoir vu des tests illégaux transformer un sujet en monstre. Mais le Boog était pas prêt à lâcher un tel génie, et le drogue avec du Rapture, une drogue super addictive qui se lie directement à l'ADN. Ouais. C'est peut-être ça qu'on l'a vu s'injecter dans le film. Du coup, pas le choix. Miguel s'expose lui-même à une expérience de mutation de l'ADN dans l'espoir de s'en guérir. Mais bon, un connard de collègue jaloux sabote le tout, greffant de l'ADN d'araignée à Miguel. Ça rend notre héros du jour plus sauvage, qui va tuer accidentellement son collègue et se retrouver recherché, le forçant à adopter une nouvelle identité, celle de Spider-Man. Ah, et petit bonus, plus tard il va apprendre que son ex-boss et ennemi juré, ben c'est son père. Donc on est vraiment sur des Boogs qui ont eu tous les deux des vies de merde, mais qui ne le prennent pas vraiment pareil. D'un côté, celui des comics est un Spider-Héros sérieux et pragmatique, qui peut parfois tuer si besoin, mais ça reste un gars avec un humour sarcastique et qui pense à aider les autres, surtout les autres Spider-Totem. Alors qu'en film, c'est un beau travail, un leader autoritaire et colérique, en plus de faire passer le bien du multivers avant celui des Spider-Héros. Ouais, il est vraiment ultra froid et aussi ultra vénère avec ceux qui sont pas d'accord avec lui. Genre il exile des mecs qui sont pas de son avis. Et c'est vraiment ça qui le rend pas si comics accurate.
c'est sa personnalité. Et vu comment il est très souvent contre l'ordre établi, je vous le dis mais le Miguel des comics, il aurait clairement fait équipe avec Miles pour sauver son père. C'est peut-être un peu dommage que beaucoup de gens le pensent comme un mec ultra autoritaire, alors que c'est tout le contraire. Mais franchement, quand on voit à quel point le personnage tel qu'il est dans Spider-Verse est apprécié, je me dis que c'est un peu du chipotage, et je comprends totalement qu'on puisse être fan de cette version. Même moi, je l'aime beaucoup. Alors peut-être qu'après dans le futur, sa personnalité va changer au cours d'un développement de personnage, et s'il est dans cette vidéo, c'est juste que la base du personnage n'est pas respectée, et que les fans du Spider-Man 2099 s'en plaignent souvent. Mais ça va, surtout quand on le compare aux autres héros du jour. Ah, Cyclope, le leader charismatique des X-Men, vraiment hyper badass et attachant. Tout le monde l'adore, non? Ah bah, seulement si vous lisez des comics ou que vous n'avez vu que sa version X-Men 97. Parce qu'en film, Cyclope, c'est pas vraiment ça. Bon déjà, avant de tirer sur l'ambulance, il y a quand même quelques points positifs. Après tout, ses pouvoirs sont accurate, même s'il ne s'en sert pas du tout de manière aussi créative que dans la série animée. Mais hey, au moins, il a les bons pouvoirs. Et dans l'univers reboot, Scott a même des costumes un petit peu accurate. Et puis, ils ont gardé son crush pour Jean Grey et une relation tumultueuse avec Wolverine. Donc ça va, ça devrait être cool, non? Ouais, ben, pas vraiment. En fait, plutôt non d'ailleurs. Dans la première trilogie des films X-Men, ils ont bien essayé de nous le vendre comme le leader de l'équipe, mais en vrai, il se fait complètement défoncer par tout ce qui bouge et se fait éclipser par Wolverine. Genre vraiment, c'est plus Logan qui s'occupe des gosses de l'Institut Xavier que Scott. Lui, son rôle au final, c'est juste d'être le toutou de Jean et le rival amoureux du Griffu pour les beaux yeux de la Belle Rousse. Mais vraiment, c'est tout. Il ne fait rien de particulier dans les films, tant c'est Charles et Wolverine qui portent le scénario. Si Scott n'était pas là, bah ça changerait absolument rien. Et c'est encore pire dans le 3ème épisode. Genre même sa mort lors du retour de Jean en Phoenix, tout le monde s'en fout complètement et c'est limite skippé. Dans la timeline de X-Men le commencement, c'est vraiment pas mieux. Ok, il nous essaie de montrer un Scott plus jeune qui a peur de ses pouvoirs, un petit peu comme dans les premiers comics X-Men, et c'est super cool. Mais à part ça, il reste complètement au second plan. Clairement, les personnages principaux, c'est Xavier, Magneto et Mystique. Bon après, il a quelques scènes un petit peu cool dans X-Men Apocalypse, mais alors dans Dark Phoenix, c'est vraiment criminel de l'avoir mis autant au second plan. Déjà qu'il était assez secondaire, là, c'est encore pire. Je veux bien que ce film soit vraiment pas ouf, mais quand même, on parle de Dark Phoenix, l'un des arcs qui a le plus brisé Scott et mis en avant sa relation tragique avec Jean, qui ne pouvait plus lutter contre le Phénix noir qui était en elle. Et en vrai, je parle de Dark Phoenix, mais dans X-Men 3, c'était pareil. Genre, ça a été loupé 2 fois en film. Là où en film, Cyclope, c'est plus un rival nul pour Wolverine ou un personnage de type faire valoir, en comics, c'est l'un des mutants les plus intéressants et qui a le plus évolué au fil de son histoire. Déjà de base, il a une vraie importance au sein des X-Men. C'est le premier élève de Xavier, et un peu son chouchou d'ailleurs, en plus d'être le leader charismatique de l'équipe. Dans les films, Wolverine ne le respecte pas du tout, alors que dans les comics, il accepte son leadership et Cyclope est bien capable d'affronter Wolverine. Genre vraiment, il se laisse pas marcher dessus. Dans les films, il se fait fumer par tout ce qui bouge, alors qu'en comics, c'est un combattant redoutable qui rigole vraiment zéro en combat, même face à des ennemis comme des Sentinelles, Magneto ou Apocalypse. Ouais, rien que ça. En plus de ça, en bande dessinée, la vie sentimentale de Scott est bien plus intéressante et compliquée que juste dire « Oh, bah il est en couple avec Jean ». C'est l'amour de sa vie. Mais peut-être elle aime Wolverine en fait. Non, ça c'est juste un peu débile. En comics, Cyclope et Jean ont une vie de couple bien tumultueuse comme il faut, que ça soit à cause du Phénix ou encore du clone de Jean avec qui Cyclope a eu un enfant. Un fils qui va devoir en plus s'envoyer dans le futur pour le sauver, le faisant devenir Cable. Mais bref. Il y a eu pas mal de choses assez compliquées, mais au moins, on y croit à leur couple. Alors qu'en film, t'as l'impression que c'est le cuck originel. En plus, il est juste montré comme étant un obstacle à Wolverine. Beaucoup de spectateurs l'ont trouvé assez irritant à ce niveau-là. Mais bon, au final, j'ai l'impression que Scott a été mis juste parce qu'il fallait le mettre. Genre, il était dans le cahier des charges. Sauf qu'il n'y a pas eu d'effort pour le mettre en avant, alors que c'est quand même l'un des personnages principaux. C'est affolant de se dire qu'il n'apparaît que 20 minutes pendant les 3 premiers films X-Men. Genre, c'est très peu. Alors que pour Xavier, on est vers les 30 minutes, et pour Wolverine, on est sur 1h20. Non, en vrai, à ce niveau-là, Cyclope, c'est juste un perso secondaire. Et au final, cette version du personnage, bah elle est comme ça parce que c'est la conséquence d'avoir autant poussé Wolverine dans le scénario. Et si le MCU adapte Cyclope, j'espère qu'ils vont enfin lui rendre justice, plutôt que de faire comme la Fox et l'éclipser complètement. Si vous pensiez que la version des films de Cyclope, c'était un gros manque de respect envers le personnage, alors vous n'êtes pas prêt pour Eddie Brock et Venom de Sony. Vraiment,
À côté de cette version, celle du Rémiverse est un vrai chef-d'œuvre. Pourtant, ça partait pas si mal au début. Ok, le film c'est pas un classique et c'est même pas un bon film, mais au moins on avait un Eddie vraiment au bout du rouleau, un Venom menaçant et badass, et franchement leur combat contre Riot était plutôt cool. Et en vrai, même dans le 2, niveau action c'était pas mal, avec leur combat contre Carnage. Sinon physiquement, le look de Venom est plutôt respecté, alors ok, il manque évidemment l'araignée blanche, mais au moins là, il a son look ultra musclé et vénère, avec sa longue langue et ses croix serrées. Sony a même essayé d'adapter la période Lethal Protector, en mode c'est des anti-héros qui protègent les innocents. Mais en dehors de ça, je suis désolé, mais c'est un véritable fiasco. Plus les films avancent, plus ça verse dans le buddy movie à l'humour si lourd, de chez lourd, que ça en devient terriblement cringe. Ah vraiment, je pense que je peux faire une compilation des scènes les plus cringe, vous arriverez même pas à aller au bout, tellement c'est un enfer. Ici Eddie Brock, c'est un loser, ok, mais qui se complaît dans sa vie de loser. Genre, ça va, c'est pas grave, il a son pote Venom. Alors ok, ils s'embrouillent, comme des gamins de 8 ans d'ailleurs, mais ça reste son frérot quoi. Quant à Venom, on passe d'un symbiote autoritaire à une espèce de blagueur lourdingue qui se comporte comme un gamin et qui veut juste vivre sa best life avec son best bro. C'est dingue cringe, mais au secours quoi. Genre Venom qui se cache parce qu'il a peur de Carnage, juste parce qu'il est rouge. À l'aide, sérieux, aidez-moi, oh là là. Bon, heureusement qu'il a quelques scènes sérieuses ou émouvantes pour un peu relever le niveau, mais ça suffit pas du tout. Dans les comics, Eddie, c'est pas juste un loser à la base. C'est un mec aigri et rempli de haine pour Spider-Man et qui s'associe au symbiote justement parce qu'il partage cette haine. C'est bien après que, petit à petit, après beaucoup de disputes et de changements d'hôtes, qu'Eddie et Venom deviennent de vrais amis, puis des vrais héros, au point de carrément sauver le monde de Knull. Dans les comics, Eddie a eu énormément de soucis dans sa vie, mais il a toujours essayé de s'en relever à sa manière. Genre, c'est pas une loque humaine comme dans les films. Quant à Venom, à la base, c'était juste un alien agressif en mal d'attention qui a évolué pour avoir une vraie personnalité, celle d'un symbiote qui tient à son hôte et joue un vrai rôle dans sa vie pour l'aider lui et sa famille. Tout ça dans les films, soit on l'a pas, soit ça va beaucoup trop vite. Déjà, le côté rigolo d'Eddie et de Venom, ça vraiment, c'est non. Ça existe pas. Bon, ok, des fois il fait quelques blagues, pensez pas que c'est juste un anti-héros méga trop dark, sauf que le souci, c'est que Sony a voulu faire de l'humour pour ratisser large, et un petit peu remplacer le côté humoristique de Spider-Man, qui n'existe pas dans leur univers. Mais là, c'est juste malaisant et chiant. Et c'est un peu l'un des problèmes que j'ai avec les films, le manque de lien avec Spider-Man. Alors ok, techniquement, c'est possible de faire des films sans le monte en l'air. Venom a plein d'histoires sympas, et tout le lore qu'a créé Donny Cates a permis de différencier les deux personnages. Sauf que le souci, c'est que Spider-Man est la base des origines des personnages, et surtout pour Brock, qui lui voue une profonde rancœur. Alors, c'est possible de skip directement vers la partie anti-héros, mais faut-il encore qu'Eddie ait des vraies motivations? Genre vraiment, Eddie dans les films, c'est un PNJ. Le symbiote fait tous les choix, alors que Tom Hardy, c'est un sidekick. Si Eddie déteste Spider-Man, c'est parce qu'il se sent innocent, et il pense vraiment être la victime de Spidey. Et c'est pour ça qu'après, il sauve des gens dans le besoin, car il fait une fixette sur les innocents. Et puis en vrai, la relation Eddie-Venom va trop, mais genre beaucoup trop vite. On passe rapidement de « je suis Venom » et tu dois m'obéir à « je ferai tout pour toi Eddie ». Rien de complexe là-dedans, c'est juste un buddy movie un peu nul. Quant au côté anti-héros badass du premier film, qui, lui, collait un petit peu aux comics, bah on l'a vite foutu à la poubelle pour faire un genre de pseudo-anti-héros violent pour l'aspect comique. Puis bon, en vrai, Eddie dans les films, il est pas vraiment méchant, hein. Il est vraiment trop sympa, et c'est limite un héros en fait. Ce qui ne correspond pas avec sa version comics, qui se voit la face. Pour rappel, sa réputation est ruinée parce qu'il a pris des raccourcis, et a fait accuser le mauvais coupable d'être un tueur en série. Mais, au lieu de se blâmer lui-même, il blâme tout le monde autour de lui, et tombe dans ses tendances autodestructrices. C'est très différent d'Eddie dans les films, qui reconnaît ses erreurs, même si elles n'en sont pas vraiment, puisqu'en vrai, il a fait le bon choix. Et puis, ce que je trouve ultra chelou aussi, c'est qu'Eddie, ça le dérange même pas de bouffer des cerveaux. Genre, what? Sans parler du côté dégueu de la chose, ben en comics, le fait qu'Eddie ne veuille pas bouffer des gens et devenir un monstre, c'est un arc entier de son histoire en Venom. Mais là, non, c'est un running gag. Donc bon, vous l'aurez compris, Eddie n'est pas censé être sympa au début, et lui et le symbiote, ah, ce sont pas des losers. Adam Warlock, c'est vraiment l'exemple même du personnage raté, pourtant dans un film excellent. Non d'ailleurs en vrai, je sais pas s'il y a des fans du Adam Warlock des comics qui regardent cette vidéo, mais vous avez dû péter un câble en regardant cette version nulle dans Les Gardiens 3. Bon,
si on devait garder les points positifs de cette adaptation, on prendrait quoi? Ces scènes d'action peut-être. Après tout, elles sont bien réalisées et plutôt dynamiques quand même. On pourrait aussi parler de son cocon et de son lien au maître de l'évolution, qui n'est pas si loin de ça de son origin story des comics. Et bah en fait, c'est tout. Adam Warlock ici, c'est vraiment un ado attardé, avec des pouvoirs bien trop grands pour lui. Le pauvre, il vient juste de naître, qu'on lui donne juste ordre sur ordre. Il a même pas le temps de comprendre sa propre existence, qu'on lui dit « Attaque !» Donc forcément, ben c'est un peu un débile profond. Non, vraiment, Drax et Peter à côté, c'est des génies. En comics, Adam Warlock est un personnage sage, mais aussi tourmenté et puissant. Il est pas là pour obéir à X ou Y perso, mais il fait ce qu'il peut pour trouver sa place dans l'univers et se faire pardonner des actes de son double maléfique, qu'est le Magus. Et puis Adam Warlock, normalement c'est un personnage central de la saga du Gant de l'Infini. Là le Boog, il arrive littéralement après la guerre, du coup bah tu verras jamais le Adam du MCU affronter Thanos, ou même porter le gant. Et franchement, quand tu vois à quel point il est débile et naïf, j'ai envie de dire heureusement. Non, sans déconner, je ferai plus confiance au Shazam du DCU qu'à cette version d'Adam Warlock. C'est dire, on est vraiment très loin du grand sage et fin stratège qu'on peut voir dans les comics. Celui-là, jamais de la vie je le verrai leader d'une équipe aussi importante au niveau cosmique que l'Infinity Watch. Mais bon, au moins, ils ont amélioré son costume. Non, parce qu'on va pas se mentir, en comics, il a aucun buzz. Ça, c'est mon avis perso, mais en style, c'est une catastrophe. Mais à part ça, ouais, le Adam Warlock du MCU, c'est encore un beau ratage bien comme il faut. Heureusement pour ses fans, il est bien mieux dans Marvel Rivals, même si, en vrai, c'est pas bien dur de faire mieux. Attendez. Les fans de Deadpool, calmos. Je veux pas critiquer l'excellente version du personnage de sa trilogie éponyme. Non. Là, si je le mets aux côtés de Taskmaster, c'est évidemment pour vous parler de cette horrible version du film X-Men Origins Wolverine. Alors ok, Taskmaster et ce Deadpool sont bien connus pour n'avoir de leurs originaux que leur nom. Mais quand même, il y a quand même un micro minimum de positif à garder. Allez, le costume de Taskmaster, il est plutôt cool quand même. Et en plus, c'est presque comics accurate. Et puis, au moins, elle a les mêmes pouvoirs que dans les comics. C'est-à-dire ses réflexes photographiques qui lui permettent de copier les capacités de ce qu'elle voit. Puis même Deadpool, en vrai, sa personnalité avant l'opération de Stryker, elle est plutôt accurate. Et bah voilà. C'est tout ce qu'il y a à garder de comics accurate. Parce que pour le reste, rien ne va. Alors franchement, qu'il fasse de Taskmaster une femme et qu'il change son origin story, pourquoi pas hein. De toute façon, je pense pas que les fans de comics y attachent une grande importance. Mais juste pour en faire ça, un simple drone sans dialogue ni personnalité qui ne fait qu'obéir aux ordres et être un pion dans un truc qui la dépasse. Non, sérieux? Il est où le Taskmaster solitaire, prétentieux et qui ne pense qu'à sa gueule et à son propre profit de mercenaire? Putain, en vrai, je me sens un petit peu désolé pour ceux qui s'attendaient à quelque chose. Mais en vrai, si vous souhaitez une bonne interprétation du personnage, partez plus sur le jeu Spider-Man où là, il est plutôt cool. Du côté de Deadpool, enfin plutôt de l'arme 11, c'est encore pire. Comme je disais au début, on te ferait presque croire que ça va être comics accurate malgré des pouvoirs qui n'ont rien à voir. En mode, il a des super réflexes et c'est tout. Mais après, quand Wolverine le retrouve, là tu dis clairement que c'est un crime de haine contre les fans. Déjà là, le Boog, ils l'ont rendu muet. Deadpool, muet. Mais attendez, c'est pas fini. Ouh là là. Non, parce que pour l'améliorer, ils ont donné tout plein de pouvoirs. Déjà, la régénération de Wolverine. Bon, ça va, c'est plutôt normal. Mais en plus, il a des putains de katanas en adamantium rétractables qui lui sortent des mains. Genre, c'est pas du tout pratique. Mais aussi les rayons optiques de Cyclope et même l'espèce de téléportation du mutant que jouait Will.i.am. Bon, pour la téléportation et les pouvoirs de régénération, pourquoi pas hein. Déjà pour la régène, c'est un pouvoir qu'il a en comics. Et pour la TP, il utilise de la technologie. Sauf que le souci, c'est que là aussi, on passe de Deadpool le mercenaire à la langue bien pendue et l'esprit bien tordu, qui s'amuse à briser le quatrième mur, à un simple drone sans personnalité, avec plein de pouvoirs qui lui appartiennent même pas, et zéro utilité, si ce n'est servir de prétexte à un team-up entre Wolverine et son frère, pour battre un boss final nul. Non en vrai, je sais pas comment ils ont pu valider une idée pareille. Enfin si, je vois, hein. Ils ont voulu coller avec ses origines en mode arme X et il est devenu moche à cause de ça. Et je pense qu'ils comptaient l'utiliser vu que la scène post-gène présageait qu'il allait revenir. Et en plus, il parle. Sauf que déjà, va savoir qu'il y avait une scène post-générique, sachant qu'à l'époque, le public était bien moins au courant qu'il y en avait. Puis en vrai, c'est pas ce que t'as envie de voir. Il parle pas, il brise pas le quatrième mur, il se bat pas comme dans les comics avec les katanas et les flingues, et puis il a pas le costume qu'on aime tous. C'est l'un des ratages les plus connus, et il se fait vanner assez régulièrement dans les films. Puis en vrai, pour Deadpool,
c'était tellement grave qu'il aurait pu ne jamais apparaître en live action. Non, sérieusement, c'est un miracle que le film Deadpool soit sorti. Heureusement que Ryan Reynolds a pu redorer la réputation du personnage après, parce que la pauvre Taskmaster, elle, à mon avis, elle va pas trop s'améliorer dans Thunderbolts. Vu qu'on la voit pas trop dans les trailers, je pense qu'elle va mourir, ou qu'elle sera encore une fois très passive dans l'histoire. Mais on sait jamais, j'espère avoir tort. Et vous, parmi tous ces personnages, lequel vous a le plus déçu? Perso, c'est Cyclope. Il y a tellement moyen de le rendre incroyable, sauf qu'en vrai le perso, il a pas été exploité du tout. Peut-être qu'avec l'arrivée des mutants dans le MCU, on aura le droit à une vraie version en live action. Et tiens d'ailleurs, 2 autres questions. Dites-moi si vous avez aimé ces versions ciné. Je pense que ça peut être sympa de voir ce que vous en pensez. Et surtout, vous verrez quel personnage pour un 3ème épisode. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus, à partager la vidéo en masse et à vous abonner en activant la cloche, c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!